Bonjour et bienvenue à tous dans le dernier Stint, votre podcast qui débriefe les courses du WEC, le championnat du monde d'endurance automobile. Cette semaine, on se retrouve pour parler des 6 heures de Spa, seconde manche de la saison, qui aura été rocambolesque avec de nombreux rebondissements. Au sommaire cette semaine, BMW fait la surprise pour offrir un doublé à domicile au team WRT au fruit d'une stratégie remarquable et d'une défense exceptionnelle d'un pilote que vous connaissez bien qui nous aura offert une magnifique bataille en fin de course. Les Français tombent quant à eux de haut, car après une très bonne qualif des deux constructeurs que sont Peugeot et Alpine, la course a elle été bien plus compliquée. Et enfin la catégorie LMGT3 a elle connu une course plus discrète qu'à Imola, mais marquée par des accros avec les hypercars et des surprises au classement. Ce sera ce dont on parlera dans notre point GT. Merci d'être ici pour nous écouter, et si vous voulez en savoir plus sur les infos du podcast, mais surtout du WEC en général, vous pouvez aller suivre notre compte Instagram au @dernierstint.podcast ou moi directement sur mes réseaux sociaux au natsurt_fr. Je rappelle également que ce podcast est disponible sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et YouTube, donc n'hésitez pas à l'ajouter en favori et à le partager à un proche qui aime le sport auto. Les 6 heures de Spa 2026, c'est parti. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième manche, pour débriefer de la deuxième manche du championnat du monde d'endurance. Et une nouvelle fois, je ne suis pas seul, car je suis cette semaine avec Vince Cosa. Bonjour Vince Cosa, comment ça va ? Salut monsieur, ça va très bien, je te remercie. Merci beaucoup pour ton invitation. Eh ben de rien. Je te laisse te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas potentiellement. Bien sûr, je m'appelle Vince Cosa, je suis sur les réseaux depuis bientôt 5 ans, en particulier sur Twitch. Je fais de la création de contenu sur le motorsport et le sim racing plus particulièrement. Je suis un grand passionné d'endurance et de Le Mans Ultimate, et du coup je roule sur simulateur sur Twitch, et je partage également mes expériences sur circuit de l'endurance en tant que spectateur et en interne lorsque j'ai la chance de pouvoir vivre les choses de plus près. Eh ben c'est cool, mais je suis trop content de t'avoir avec moi, ça me fait trop plaisir. Ben merci à toi, ça me fait très plaisir de partager ce moment-là avec toi. Eh ben de rien, écoute, c'est toujours cool. Du coup, on était ce week-end sur la deuxième manche du championnat du monde d'endurance, et pas des moindres, puisqu'il s'agit des 6 heures de Spa sur un tracé mythique, un tracé qui convient beaucoup plus au championnat du monde d'endurance qu'Imola par exemple. Qu'est-ce que tu penses en général des courses d'endurance sur le circuit de Spa et les dépassements, parce qu'on sait que c'est un circuit qui est beaucoup plus propice au dépassement qu'Imola de par sa nature, mais toi qui as suivi un petit peu la course, qu'est-ce que tu peux dire de ce circuit en général avec les dépassements, les actions qu'il y a en général en piste ? C'est un circuit qui est, comme tu dis déjà, qui est mythique, et puis dans sa typologie, si je puis dire, qui se prête très bien en effet à du multicatégorie et à des longues courses d'endurance. Je pense aussi évidemment aux 24 heures de Spa qu'on verra plus tard au mois de juin, mais d'avoir deux catégories comme au WEC qui s'affrontent sur ce circuit, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, parce que il y a énormément à la fois d'endroits où dépasser et où ne pas dépasser. Et ce qui fait que pour les pilotes, c'est vraiment là où le trafic devient une stratégie, autant de pouvoir potentiellement bloquer que de pouvoir se distancer. Et c'est ça qui est intéressant avec Spa, au-delà de sa dimension et de son caractère exceptionnel dans tous les circuits qu'on peut retrouver dans le monde, c'est que en termes à la fois de pilotage, ça reste un circuit qui est technique, parce qu'il demande à tous les pilotes, que ça soit en hypercar comme en GT3, de bien maîtriser leur voiture et également de bien connaître leur voiture vis-à-vis des setups. Et ce qui fait que, en plus d'être le circuit avec une topographie qui est particulièrement importante, 100 mètres de dénivelé au total entre le point le plus haut et le point le plus bas, ça fait que il faut vraiment être bien réglé autant sur sa voiture que sur son pilotage, et je trouve que voilà, c'est un circuit qui est hyper intéressant
entre le trafic, les hypercars, les GT3, parce que il y a de l'opportunité, il y a aussi du danger, il y a aussi de la patience à avoir sur ce circuit, et en général la patience elle est fortement récompensée lorsqu'on arrive à bien tirer parti du trafic. Et c'est clair, hein, tu le dis, le trafic qui joue un rôle central et qui ce week-end, ça a été vraiment la démonstration, hein, le trafic qui a vraiment pris une part importante dans la course. On voyait quand les hypercars revenaient sur les groupes de GT, en plus avec les nombreuses safety cars qu'on a eu, ce qui fait que ça resserrait tout le monde. Donc quand les hypercars revenaient, c'était vraiment les leaders qui arrivaient sur toutes les GT d'un coup. Donc c'est clair que ça faisait ça fait du grabuge, hein. On l'a vu, il y a eu des accrochages entre les hypercars et les GT dans le trafic. Mais non, c'est vrai que le trafic joue un rôle très très important ici. Ça a permis, notamment en fin de course, dans la fameuse bataille 4 pour le podium en hypercar, à profiter à certains et moins à d'autres. Donc oui, c'est vraiment le trafic ici, c'est vraiment une stratégie, surtout sur un circuit qui est assez long. Donc on a le temps de rouler avec des lignes droites, des virages rapides, des virages beaucoup plus lents aussi à certains endroits. Donc ça donne vraiment plein de physionomies différentes lorsque les hypercars reviennent sur les groupes de GT. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est toute la manière de pouvoir venir défendre. On a vu énormément de fois à la fin de Kemmel qui reste toujours une opportunité de dépassement juste au niveau du freinage des combes. Ça reste vraiment intéressant de voir comment est-ce que les pilotes vont venir attaquer et défendre, parce que le circuit propose une multitude de virages qui permettent ça. Et c'est là où on voit à quel point en fait les pilotes profitent de ces opportunités offertes par le circuit qui parfois passent ou cassent. Et oui, c'est clair. Passons rapidement, évoquons les vainqueurs du week-end, que ce soit dans les deux catégories. En hypercar, belle surprise, parce que après une qualification avec des résultats totalement improbables, hein, Peugeot en pole position, suivi de la Cadillac et des deux Alpines. En course, c'est BMW qui fait un doublé. BMW qui est exploité par le team WRT. Et WRT, c'est une équipe belge. Donc, doublé à domicile un petit peu pour l'équipe qui exploite les BMW. Première victoire de BMW en WEC, eux qui sont arrivés en 2024. Et derrière, c'est la Ferrari numéro 50 qui monte sur le podium, qui a fait une belle remontée, qui a su tirer parti des accrochages qu'il y a eu devant, suivi d'une belle surprise, l'Aston Martin 007, très très belle performance, qui passe à pas grand chose du podium, très très proche l'Aston Martin de la Ferrari. Et puis autre surprise qu'on peut noter dans le classement, c'est la Genesis qui dispute leur deuxième course en endurance en WEC et qui se retrouve avec la numéro 17 en 8ème position, donc dans les points. Très très belle course en général. BMW qui prend la tête du championnat constructeur avec ce doublé. Et en LMGT3, victoire sur tapis vert de la McLaren numéro 10 du garage 59. Ils ont pris leur revanche par rapport à Imola, eux qui avaient abandonné à Imola suite à un problème technique à 1 heure de la fin environ, alors qu'ils étaient leaders depuis le début de l'épreuve. Et bien là, ils se retrouvent à gagner suite à une pénalité infligé à la Ferrari numéro 21 pour un unsafe release dans la dernière heure de course. Franchement, ce sont des résultats qui sont vraiment incroyables à voir. Personnellement, moi, quand j'ai regardé un peu la course, je m'attendais vraiment à ce que Cadillac soit la voiture favorite, si je puis dire, même si Peugeot avait fait la pole, j'avais évidemment espoir qu'il y ait un très bon résultat pour eux, et je m'attendais vraiment à ce que Cadillac remporte. Donc c'est vrai que c'est une performance incroyable de la part de BMW en hypercar, et qu'ils aient réussi à positionner les deux voitures, non pas une, mais les deux voitures qui plus est sur les plus hautes marches du podium à Spa. Et puis en effet, McLaren, on les sent quand même, Garage 59, de plus en plus en confiance, même si Mola avait fait un sacré coup au moral. Mais j'ai quand même l'impression que globalement, et pas seulement dans les épreuves du championnat FIA WEC, mais aussi dans d'autres, que la McLaren devient de plus en plus performante, elle devient de plus en plus menaçante même, je dirais. Donc ça fait plaisir de voir qu'en effet ils ont pris leur revanche sur Imola, parce que ça a été un crève-cœur littéralement pour eux.
C'est clair. On reviendra sur les GT peut-être juste un petit peu après. Bien sûr. En attendant, on va se pencher sur le cas BMW. Donc tu disais, ils ont réussi à placer les 2 voitures, ce qui est exceptionnel. Ils doivent cette performance déjà de une à une stratégie. BMW qui décide de ne pas faire rentrer au stand la numéro 20 lors de la safety car, et ça leur permet ensuite de se retrouver en bonne position et avec les safety cars qui sont enchaînés derrière de conserver la tête de la course. Mais surtout, ils doivent aussi leur victoire à une performance musclée mais très belle d'un pilote qu'on connaît à peu près tous ici, Kevin Magnussen, l'ancien pilote de F1 qui pilote la BMW depuis l'année dernière, s'est retrouvé en 2e position sur son dernier relais et a défendu corps et âme sur les 3 voitures qui arrivaient derrière, donc la Ferrari numéro 50, l'Aston Martin 007 et la Toyota numéro 8, pour permettre à Alex Rins devant de s'échapper et de prendre la victoire et sécuriser un doublé à BMW. Vraiment une performance exceptionnelle sur une dernière heure de course. Si vous n'avez pas regardé le WEC ce week-end, n'hésitez pas vraiment à aller voir le highlight avec la dernière heure de course, la bataille 4 pour la 2e place, c'était vraiment magnifique. Je sais pas ce que t'en as pensé toi de cette bataille. Ah, franchement, c'était dingue. Et le pire, c'est qu'elle a déjà débuté un peu plus tôt, parce que il me semble que quand il reste aux alentours de 4h30, si je dis pas de bêtises, il y a déjà un moment où Kevin Magnussen était en bataille avec Giovinazzi. Oui. Où en plus Kevin Magnussen vraiment pour le coup pousse Giovinazzi dans la Ferrari hors piste au comble. Et ce moment-là, c'est littéralement, j'allais dire l'héritage de la F1. On nous apprend toujours que c'est voilà, il faut laisser de la place, qu'il faut toujours laisser être respectueux et laisser de la place en piste. Mais alors, il y avait déjà eu, on va dire, un effet un peu plus tôt, il me semble, où Giovinazzi avait lui-même poussé Kevin Magnussen justement au bus stop. Donc on va dire que c'était à charge de revanche. C'est exactement ça, ouais. Mais c'est quand même dingue de voir ce genre de choses en WEC, parce que c'est vraiment la guerre, quoi. Et c'est la guerre entre les 2 pilotes qui plus est, on partageait aussi la grille en F1 quand Giovinazzi était encore quand il était chez Alfa Romeo et Kevin Magnussen quand il était chez Haas. Donc c'est marrant de les retrouver plus tard, des années plus tard, ici, dans d'autres voitures différentes. Et puis ouais, cette bataille à 4 exceptionnelle à la fin qui nous a tenu en haleine tout du long, ça s'est joué, mais vraiment, je pense qu'il y avait un tour de plus. Alors, je pense que Kevin Magnussen aurait réussi à défendre, mais un tour de plus et le résultat aurait pu être tout autre, parce que c'était vraiment à couteau tiré entre les 4 protagonistes qui prétendaient chacun à une place sur le podium. Et franchement, Kevin Magnussen a impressionné avec sa défense, en plus avec la gestion du trafic, mais ça fait plaisir de voir autant de batailles en simple spectateur, de voir que Spa a été la reine de autant de batailles, de roue contre roue et d'action, quoi. Franchement, un grand bravo pour cette fin de course qui a été mais sensationnelle. Ah, moi je me souviens que j'étais bouche bée devant mon écran quand je regardais la course. Après les 6 heures de course où je commençais à fatiguer, ce qui est normal en même temps de tenir 6 heures devant une course. Ça fatigue au bout d'un moment, surtout qu'il y a eu des moments dans la course un peu plus creux en milieu de course, puis il y a eu l'enchaînement des safety cars. Mais non, cette fin de course, comment elle m'a réveillé devant l'écran. Puis tu le disais, la bataille entre Giovinazzi et Magnussen, qui sont un petit peu bousculés. C'était Giovinazzi dans la chicane du bus stop, oui, qui a un petit peu poussé Magnussen, donc c'était de bonne guerre entre les deux, ne pas cesser de place. On voit aussi un petit peu les enjeux, c'est la dernière course avant les 24 heures du Mans, donc c'est le moment aussi de s'imposer pour marquer, on va dire, son territoire sur la piste. Et puis l'action à la chicane des Combes entre Magnussen et Giovinazzi, ça aurait pu être pire, parce que Giovinazzi dans le gravier, retour en piste un petit peu sur le fil, il a failli percuter une Peugeot où c'était pas grand chose, puis il y a une GT aussi qui arrivait derrière parce qu'ils étaient en plein dans le trafic à ce moment là, donc heureusement ça s'est bien fini pour tout le monde. Je crois pas qu'il y ait eu de pénalité, il me semble,
Pas à ma connaissance, ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que comme tu dis, ça aurait pu être beaucoup plus grave parce que, en effet, la manière dont Giovinazzi revient. Après, il a pas le choix, hein, il est complètement dans le gravier, il essaie de la sauver comme il peut et d'aller chercher le tarmac qui est proche des pneus au bout des combes. Puis il tape le mur aussi en plus. Ah, il a touché le mur ? Il a touché légèrement le mur à l'intérieur des combes en rattrapant le. Je crois qu'il a légèrement touché. Ah oui. Ouais, donc en plus en ayant touché un peu, donc forcément ça fait peur si je puis dire, mais c'est vraiment impressionnant à la fois la manière dont il la rattrape et le car control qu'il a démontré, parce que en effet avec le trafic juste derrière, je sais pas si c'est qui était le pilote dans la Peugeot aussi qui a réussi à l'éviter, qui a dû mettre une roue dans le gravier pour éviter le contact, mais c'était vraiment une action assez forte et qui était déjà comme on disait la revanche du coup de ce qui s'était passé au bus stop, mais ça aurait pu être la fin pour Ferrari à ce niveau là. Ouais, donc du coup ces batailles là qui ont permis à BMW de s'imposer, de faire le doublé, très beau doublé à domicile pour du coup le team WRT, au fruit du coup d'une bataille exceptionnelle. BMW, donc on l'a dit, qui prend la tête du championnat. On parlait rapidement des safety cars et du trafic. Parlons-en plus en détail, parce que qu'est-ce qu'on en a eu des incidents. Déjà en début de course, on a eu un incident lors de l'arrivée des hypercars dans le trafic. La Cadillac numéro 38 qui a un contact juste après Pont avec la Porsche 92, la Porsche GT numéro 92. Crevaison pour la Cadillac. Qui en plus tape le mur derrière, la Porsche qui perd un nombre incalculable de positions, donc ça ruine un petit peu leur course sur les deux, sachant que du coup la crevaison de la Cadillac a fait des dégâts, ils ont perdu 7 tours, donc la course était finie. Heureusement pour Cadillac, c'était pas la voiture qui se battait devant à ce moment-là de la course, mais quand même la course s'est ruinée au bout d'à peine une heure. 7 tours de retard, d'après c'est impossible à rattraper à ce moment-là quasiment quoi. Ah bah le temps de réparation qu'il y avait, c'était impossible de pouvoir revenir dans la course, hein, et je m'attendais même à ce qu'ils abandonnent au vu de l'impact qu'il y avait eu, parce que c'était quand même pas rien. Alors ici, là, au début des S de Fagnes, on voit que c'est vraiment... on n'a pas envie de perdre de temps, en fait, sur les GT, on a envie de rester au contact des voitures devant, et voilà, il y a eu incompréhension avec la Porsche 92 qui a, si je dis pas de bêtises, commencé à fermer, sauf que la Cadillac était déjà engagée, et voilà, c'est les incompréhensions du trafic qui font que, malheureusement, ce genre de conséquences peuvent avoir lieu. Et ça fait mal pour tout le monde, parce qu'en effet la Porsche elle a été pratiquement à l'arrêt ensuite, à essayer de rejoindre les stands tant bien que mal. Alors elle a réussi à continuer sa course, mais je crois qu'elle a terminé en dehors bien loin du top 10 si je dis pas de bêtises. La Cadillac elle a même carrément abandonné un peu plus tard dans la course, donc alors la Cadillac a abandonné, mais la Porsche, la 92 elle a continué à rouler, il me semble. La Porsche a continué sa course, et elle a terminé où c'est qu'elle a terminé la Porsche? Elle a terminé en je crois qu'elle s'est prise une pénalité en plus en fin de course. Si je dis pas de bêtises. parce qu'elle avait remonté, elle était avec la pénalité de la Ferrari en fin de course, elle se retrouvait sur le podium provisoirement. Ah oui, d'accord, autant pour moi. Ou si ça se trouve, non, elle a même fait podium. À revérifier, je regarde ça tout de suite. Mais il me semble que si, elle a réussi à remonter. Donc c'est incroyable, parce que franchement, quand tu dis après une course comme ça, après autant d'impact, c'est en général, c'est course terminée, mais c'est là où ça démontre parfaitement que la course d'endurance, c'est de l'endurance, c'est pas du sprint, et que par conséquent, il peut toujours se passer des choses, et tant que le drapeau à damier n'est pas brandi, il peut toujours se passer des choses, et qu'il faut jamais abandonner. C'est surtout qu'ils ont quand même évité d'avoir trop de dégâts, contrairement à la Cadillac qui a complètement tapé le mur, donc après les dégâts c'est... du coup oui, la Porsche 92 a bien terminé 3ème sur le podium, c'était la Corvette qui s'est pris une pénalité à la fin. Donc, ok. La Porsche 92 qui termine sur le podium. Alors autant pour moi, il me semblait qu'elle avait terminé plus loin, mais incroyable, la remontée exceptionnelle qu'ils ont pu faire. Alors après, il me semble que c'est du team Manthey, si je dis pas de bêtises. Oui, il me semble. Je te redis ça, mais oui, il me semble.
Et Manthey, ils savent ne pas abandonner. C'est exactement ça, c'est le team Manthey du coup, la 92. Ouais, ils savent ne pas abandonner, mais ouais, ça a fait énormément de mal à la Cadillac. On en a souvent vu, hein, dans des actions comme ça, même au bus stop, entre les hypercars qui vont super tard sur les GT qui ferment la porte, on va en parler tout à l'heure, la 51 qui malheureusement en a fait les frais aussi. Ouais. Et c'est la dure loi de l'endurance, et d'autant plus ici à Spa, comme on le disait au début, c'est qu'il y a des endroits pour dépasser et où ne pas dépasser, et rester patient. Donc c'est clair qu'au milieu d'une bataille survitaminée entre les hypercars au milieu de ces GT, on savait qu'il forcément il y allait avoir du grabuge. Bah justement, parlons-en de cet accrochage avec la Ferrari 51, tant qu'on est dans les histoires d'accrochage avec le trafic. Cette 51 du coup qui remontait aussi un petit peu, eux qui ont eu une qualification difficile, sûrement dû à la BOP, on va pas se le cacher, maintenant qu'on ne sait plus on n'a plus les informations de la BOP, on n'a plus les informations de la BOP, donc on peut pas trop savoir, mais on doute que ça ait joué en défaveur de Ferrari ce week-end, vu la performance qu'ils avaient à Imola et qu'ils n'avaient pas cette fois-ci. Enfin bref, on va pas s'étaler sur le sujet de la BOP, parce qu'on entame un sujet complexe et sensible un petit peu. On n'a pas les armes non plus, vu qu'on a plus les infos. Oui, c'est ça. Donc c'est compliqué à aborder ce sujet-là. Mais bref, la Ferrari 51 du coup qui s'accroche avec une Lexus. C'est la Lexus numéro 78, je crois. Et il y avait aussi le pilote BMW impliqué également. Oui. Mais le contact directement est avec la Lexus du coup. Dans le premier virage. Donc incompréhension en GT, la Lexus vient percuter la Ferrari sur l'aile de la voiture, et après la Ferrari est fuyette partout, obligée d'abandonner à ce moment-là de la course. C'est rare de voir Ferrari abandonner comme ça en WEC. C'est vrai que je me suis fait la réflexion en regardant, on n'a pas souvent des abandons de Ferrari comme ça, mais Ferrari pour moi, d'ailleurs, il me semble que le contact est entre la BM de Farfus, donc la 32, et la 51, si je dis pas de bêtises. Il me semblait que c'était la GT. Alors, je te montre ce que j'ai, moi, vu. J'envoie, hop. Je regarde ça tout de suite. Mais ouais, non, du coup, Ferrari qui termine quand même sa course. Ah oui, exactement, excuse-moi, c'est bien la BMW. J'étais persuadé que c'était la Lexus, tu vois. La Lexus a été pris dans le tas. Alors malheureusement, j'ai pas trop compris pourquoi la Lexus a abandonné derrière, parce que pour moi justement de ce que j'avais vu, c'était le contact entre la BM de Farfus et la 51 Ferrari Hypercar. Et je sais pas si elle a été prise dans le lot du crash en même temps, mais oui, du coup c'est aussi un crève-cœur pour Lexus qui, si je dis pas de bêtises, avait aussi abandonné à Imola, si je me souviens bien. Lexus, oui, les Lexus ils ont perdu les deux voitures à Imola. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment, ça fait vraiment très très mal au cœur pour eux, alors qu'ils essayent de se démener corps et âme pour ramener des points, et quand bien même ils avaient fait une pole en plus, si je dis pas de bêtises, à Imola. À Imola, je crois qu'ils partaient 2e et 3e. C'est ce week-end qu'ils ont fait la pole. Ah, c'est ce week-end qu'ils ont fait la pole. Voilà, oui, c'est ça. Il me semblait qu'ils avaient fait la pole à Imola. Mais ouais, c'est impressionnant de voir comment le sort s'abat sur Acodis ASP, et ça fait vraiment mal au cœur, quoi. Donc ouais, le contact entre la 51 et puis Farfus dans la BMW, personnellement j'ai pas compris. Alors de ce que j'ai vu sur Twitter,
Farfus a été énormément critiqué pour son pilotage tout du long de ce week-end. Il a fait apparemment des break checks à Blanchimont, il a fait des moving under braking tout du long de l'événement, si je puis dire, de la course. Et c'est assez... Farfus, si je dis pas de bêtises, il est bien connu dans le paddock, hein. Pour en avoir parlé au SRO où il roulait au Paul Ricard. Il me semble que c'était celui qui s'était pris un fameux doigt d'honneur de la part des Corvettes, autant à Bahreïn qu'à Daytona. Et du coup, voilà, c'est un pilote qui est malheureux, qui a une triste réputation dans le paddock et qui a un pilotage très critiqué. Et là, voilà, alors il semble la perdre sur les freins. Et du coup, c'est pour ça qu'il vient taper à l'intérieur la Ferrari. Et qu'il n'avait pas véritablement d'autres endroits où aller. Donc est-ce que c'est une erreur de sa part qui fait qu'il perd la voiture? Est-ce que c'est justement un contact avec la Lexus? J'ai un doute, mais toujours est-il qu'il la perd et qu'il vient par conséquent toucher et même plus que ça, il vient complètement détruire le radiateur côté droit de la Ferrari 51. La 51 qui était, comme tu le disais, en train de faire une remontée exceptionnelle, donc ça fait tellement mal au cœur, ça fait tellement mal de terminer comme ça, alors que voilà, c'est le trafic, c'est la loi de l'endurance, mais voilà, je pense que Ferrari voulait entre guillemets conjurer le sort de la BOP, comme tu disais, même si on n'a pas l'info, on voyait très, très clairement qu'elle n'était pas en position favorite ce week-end. Bien qu'elles aient gagné les dernières éditions aux 24 heures du Mans, est-ce qu'on peut s'attendre à une nouvelle victoire Ferrari? À voir. Peut-être que le Success Ballast, qu'on connaît bien, va rentrer en lice. Mais là, pour une dernière répétition avant le Mans, ça fait un gros coup au moral. Bah, c'est clair, en plus Ferrari, là, pour le coup, dans cet accident qui est strictement pour rien, hein, c'était Giovinazzi ou encore dans la voiture à ce moment-là, je sais plus du tout. Je sais plus du tout si c'était Giovinazzi. Je sais plus, c'était soit Giovinazzi, soit je pense Pierre Guidi qui a dû terminer la. C'est Pierre Guidi. C'était Pierre Guidi. Ouais. Ok. Bah du coup Pierre Guidi qui était pour rien à ce moment-là, donc complètement passager à ce moment-là, puis la voiture a fuyé de partout, donc à partir de ce moment-là, impossible de reprendre la piste. C'est donc course terminée pour Ferrari pour la 51 du Mans à ce moment-là. C'est cruel du coup pour Ferrari. C'est cruel et voilà, c'est le jeu du trafic. Encore une fois, j'ai un doute si Farfus l'a perdu tout seul au frein, mais ça fait un vrai coup au moral pour Ferrari qui était plus que dans une position dominante l'année dernière. Là, maintenant que Porsche est parti, voilà, normalement ils avaient un freeway, une route totalement claire et dégagée pour n'avoir personne, on va dire, à part Cadillac ou Alpine qui avait commencé à les titiller à la fin de l'année dernière. Là, ça fait plaisir de voir qu'ils ne sont plus autant dans une position dominante pour la bataille au titre et pour la victoire aux 24 heures du Mans. Mais voilà, là c'est en plus, voilà, même si on avait vu une belle remontée de la part des Ferrari, on voyait très clairement que Cadillac, selon moi, était au-dessus aussi en termes de pace. Évidemment les BMW, et qui ont bien réussi à défendre, surtout parce que malgré le trafic, elles ont quand même réussi à bien défendre. Et je pense que pour une épreuve de répétition avant le Mans, alors faut pas le prendre comme argent comptant, il peut se passer beaucoup de choses d'ici un mois, mais ça peut donner une première indication, une première perspective de la course. Et moi, ce qui me fait plaisir aussi, c'est de voir que Aston Martin commence à jouer de plus en plus des top 5 et d'aller jouer de plus en plus haut. Et j'espère que pour eux, au Mans, ça va être l'occasion de faire quelque chose de vraiment intéressant. Et je suis très curieux de voir aussi comment est-ce que Genesis va se positionner. J'en parlais en plus avec Mathis Jobert à l'ELMS, que j'ai croisé. Et donc lui il roulait en GT3 à ce moment-là au Castellet pour les 4 heures du Castellet, et je lui demandais comment est-ce que c'était dans le team, comment est-ce qu'il se sentait, etc. Il me disait que il y a la base de la Genesis, elle est vraiment solide, qu'il y a un vrai potentiel et que l'ambiance au sein du team elle est incroyable et qu'il y a tous les éléments nécessaires pour faire en sorte que ça soit une équipe qui gagne et d'avoir un développement qui soit vraiment dans la bonne direction. Donc on sent que Genesis, ça va être une force en puissance aussi.
Alors justement, Genesis, on en parlait la dernière fois dans le premier épisode du podcast, qui affiche du coup des line-up des top pilotes, comme on disait, et qui se donne vraiment les moyens d'y arriver. Et comme tu dis, c'est une équipe qui a l'air du coup d'avoir une très bonne ambiance générale, une équipe qui a l'air d'avoir une base très saine. Et on l'a vu ce week-end, hein, parlons-en rapidement de leur performance. La numéro 19 qui a malheureusement une nouvelle fois subi des légers problèmes mécaniques. En même temps, c'est leur deuxième course en endurance, on peut pas leur en vouloir nécessairement. Mais la 17 qui profite des incidents de course pour terminer à une belle 8ème place. C'est bien ça, 8ème? Oui, c'est ça, 8ème. Donc vraiment une très belle performance, surtout que la Genesis a tenu le rythme en fin de course avec les safety cars. On s'est dit bon, il y a la Cadillac, il y a la 12 derrière, il y a la Toyota numéro 8, ils vont se faire passer, ils vont se faire manger dans les différentes portions du circuit, et finalement non, ils ont réussi à tenir le rythme. Donc vraiment une belle performance pour eux. Je suis content de voir Genesis marquer des points déjà pour leur deuxième course. C'est un beau projet, une belle perspective d'avenir pour eux. Donc j'espère que ça n'augure que du bon pour la suite. Ouais, non, vraiment, c'est la dynamique qu'ils ont pris depuis le début de saison, je trouve qu'elle est très saine. Et on sent que ils sont pas venus pour rigoler. Ils sont pas venus pour juste pour faire de la figuration. Donc le fait qu'ils gagnent des points en effet dès ce week-end, alors du coup ça fait un peu un espèce de week-end en dents de scie pour eux, parce que évidemment abandon sur problème mécanique sur la 19 si je dis pas de bêtises, et l'autre du coup la 17 qui arrive à rentrer dans les points. Donc c'est génial pour eux, ça fait vraiment plaisir de voir que ça marche véritablement, même s'il y a eu ce problème mécanique sur la voiture sœur. Mais je pense que pour Le Mans, on peut s'attendre déjà à une bonne performance. J'espère évidemment des points pour eux, d'autant plus que Le Mans, voilà, c'est la grande messe du championnat du monde d'endurance. Donc c'est l'occasion d'aller scorer des points vraiment pertinents et intéressants pour le championnat. Et j'espère vraiment que ça va continuer dans cette dynamique-là, et que à la fin de saison, on se dira, ok, ils ont vraiment impressionné pour leur première saison en endurance, et que ça va être vraiment crescendo, et que ça va monter de plus en plus, parce que c'est tout ce que je leur souhaite. C'est vraiment un line-up hyper intéressant, et le fait que Mathis Jobert, que j'apprécie beaucoup, se retrouve également au volant de cette hypercar, j'étais vraiment très heureux pour lui. Donc je suis très heureux qu'ils aient pu rapporter des gros points déjà ce week-end. C'est clair que ça fait plaisir de les voir ici. Je te propose d'enchaîner rapidement, qu'on termine un petit peu, qu'on clôture cette partie où on parle des hypercars principalement. Bien sûr. Sur nos deux équipes françaises, donc Alpine et Peugeot, qui ont vécu un week-end complètement... C'était... Ouais, exactement. Divisé en deux parties. D'un côté, on a le vendredi la pole position de Jacobsen dans la Peugeot, le tour. En plus, il fait la pole après un tête à queue au début de la qualif, mais il fait la pole position avec les deux Alpines qui sont derrière, 3e et 4e, et l'autre Peugeot, elle est, je crois qu'elle est 5e ou 6e, enfin elle est pas loin derrière. Vraiment les très belles performances des deux équipes. J'étais trop content de voir la Peugeot en pole position, avec en plus un équipage avec Théo Pourchère qui roule cette année dans la Peugeot, donc vraiment j'étais trop heureux. Et le samedi, pardon, parce que la course était samedi ce week-end, et le samedi, beaucoup plus compliqué, hein. Je vais évoquer les résultats rapidement. Donc pour des voitures qui partaient dans le top 5, top 6 pour les 4, donc Peugeot termine la 94 qui partait en pole, a abandonné suite à un problème avec une GT, une nouvelle fois. La 93 termine 7ème, alors qu'ils étaient loin toute la course. Ils ont su remonter un petit peu en fin de course en profitant des incidents. Et les deux Alpines qui terminent 11 et 12 en partant 3ème et 4ème. Course compliquée pour tout le monde. Eux qui avaient fait podium en plus l'année dernière. Oui. Là, je vais pas te mentir, je m'y attendais au podium d'Alpine. Je pensais qu'ils allaient faire podium. Et même dans le dernier épisode du podcast, quand on avait fait nos prédictions pour Spa, mon invité avait mis Alpine sur le podium, il me semble. Donc, je crois que tout le monde s'y attendait au podium. Bien sûr. Tout le monde s'y attendait, et c'était possible en plus. Hein. Vraiment, c'était possible. Il y a même un moment où, je vais pas te mentir, j'ai même cru à la victoire. Enfin, du moins, se battre pour la victoire à la régulière. C'était clairement possible. Mais
Mais le podium était tellement abordable. Et c'est dommage que cette fin de course est... Ça fait très mal au cœur justement également pour eux parce que déjà ce contact, il me semble que c'est Antonio Félix Dacosta le contact avec le mur qui perd la voiture en haut du raidillon, l'Aston Martin numéro 007 qui a failli se la prendre littéralement en pleine face à pleine vitesse en haut du raidillon et qui a réussi, Gamble qui a réussi à éviter de justesse en prenant les freins pile au bon moment. Antonio Félix Dacosta qui tape le mur. D'autant plus que pour lui, c'est sa première saison ici en championnat du monde d'endurance, lui qui arrive de la Formule E notamment. Et voilà, ça fait super mal pour eux parce que ils avaient tous les espoirs de faire un bon résultat. Le podium évidemment était envisageable et comme tu dis, je pense comme toi que voilà, il y avait le potentiel de jouer avec toutes les actions de course. Il y avait le potentiel de jouer une victoire, autant en jouant bien sur la stratégie que sur le trafic. Mais voilà, ça a été hyper difficile pour eux. Et on a vu justement aussi une bataille Peugeot-Alpine à un moment après la mi-course qui a été quand même bien musclée aussi à certains moments. Entre la 93 restante et je sais plus si c'était pas justement la 35 qui était en bataille également au combe avec elle, mais voilà, ça fait super mal pour nos Français. La Peugeot de Malte Jacobsen qui se tape une GT et qui à la radio n'a fait que de s'excuser et qui était évidemment très critique parce que apparemment il semblerait qu'ils aient reçu vraiment des consignes de course de absolument rester en piste au maximum. Et je trouve que là, on commence à voir les limites des instructions de la direction de course, qui est que quand tes pneus froids, tu sors et que en plus, il semblerait que la piste, il y avait du gravier à ce moment-là sur la trajectoire. Il se passe ce genre de choses où la Mercedes elle essaye absolument de rester en piste alors qu'elle est déjà en perdition. Si elle avait commencé à couper, la Peugeot aurait pu rester en vie. Alors évidemment avec des scies on refait le monde, mais là ce qui s'est passé pour moi aurait très clairement pu être évitable parce que le runway il sert à ça. De pouvoir au moment où il y a une difficulté commencer à perdre la voiture, en plus le virage il continue à gauche quoi, donc tu vas pas essayer de la rattraper en allant à droite, et voilà, c'est là où je trouve que la direction de course elle a un impact aussi là-dedans, d'être absolument chercher à rester en piste coûte que coûte. Ça en devient super dangereux parce que Malte il peut aller nulle part en fait. Et en plus en pneus froids, alors peut-être que s'il avait eu des pneus chauds, il aurait pu potentiellement un peu plus éviter, mais en pneus froids on sait que ce sont des glaçons et que la prise de température elle est assez longue et fastidieuse sur les pneus Michelin. Mais voilà, il faut quelques tours pour trouver la bonne plage de température. Mais là, c'est horrible pour Malte parce qu'en effet, il arrive à faire la pole et il était hyper critique vis-à-vis de lui-même. Même si la Cadillac l'avait dépassé en début de course, c'était l'occasion pour Peugeot de marquer un gros coup et d'être sur le devant de la scène aussi en amont des 24 heures du Mans. Donc là, malheureusement, même s'il y a une Peugeot qui arrive à terminer, et pour Alpine aussi, c'est un week-end à oublier. C'est surtout que pour Peugeot, ça fait 2 week-ends qu'ils se font avoir avec les pneus froids, on va dire, même si là c'est pas trop de leur faute. Mais je fais un parallèle pour ceux qui découvrent un petit peu aussi le championnat du monde d'endurance. Faut savoir qu'en endurance, c'est pas comme en Formule 1. En Formule 1, il y a les couvertures chauffantes qui garantissent une température optimale des pneus. En endurance, c'est totalement différent. Quand les pilotes ils sortent, les pneus ils sont vraiment froids. Donc il faut les chauffer, il faut prendre le temps. Et à Imola, c'était Nick Cassidy qui s'était fait avoir en sortant dans le gravier, dans le premier virage avec les pneus froids. Et là, Jacobsen, il n'a pas pu éviter la Mercedes. Mais je sais plus qui c'est qui disait ça. Je me demande même si c'est pas Jacobsen, mais j'ai vu passer ça qu'il disait que dans tous les cas, il aurait pas pu éviter la Mercedes. Elle arrivait en travers au milieu de la piste, il était trop proche. Donc c'était impossible à éviter pour lui. C'est malheureux. C'est dommage pour Peugeot, eux qui avaient fait un bon début de week-end, eux qui en plus avaient le rythme en début de course. Bien Alors sûr. Certes, comme tu dis, ils se sont fait passer par la Cadillac, mais après ils avaient le rythme, ils défendaient sur l'Alpine,
et ils avaient le rythme, ils suivaient, c'était un peu les trois voitures. Il y avait la Cadillac numéro 12, l'Alpine, c'était laquelle, la 35 ou la 36? C'était l'Alpine 35 qui était devant, et la Peugeot 94. Les trois se battaient, se suivaient en début de course sur la première heure et demie de course. Vraiment, les trois étaient devant, et on venait pas les embêter, quoi. Ouais, non, ça faisait plaisir de voir Peugeot, justement, qui avec cette 9X8 réussissait à bien être dans une bonne plage d'opération, si je puis dire, depuis le début du week-end, et voilà, de terminer comme ça et d'être spectateur, parce que comme tu dis, il pouvait rien faire à ce moment-là. Il était véritablement spectateur de la scène, et c'est horrible de terminer comme ça. Alors voilà, Peugeot malheureusement a une continuité, si je puis dire, comme tu disais, Imola, déjà il y avait eu des soucis. On se souvient au Mans aussi en 2023 où là c'était Gustavo Meneses qui était en tête à 3h du matin, qui malheureusement a terminé dans les pneus de la première chicane au Mans, alors qu'ils étaient en tête. Donc, et puis il y a Fuji l'année dernière aussi. Et Fuji, où ils étaient en tête, aussi, ouais. Et finalement ils se sont fait snobber la victoire en toute fin de course par Alpine, qui avait fait une bonne stratégie. Donc, et là Peugeot c'était au jeu de la stratégie, ouais, tout à fait. Ouais, et Peugeot qui sont là depuis longtemps, c'est une des premières voitures à être arrivée en hypercar avec Toyota. Ils sont arrivés avant Ferrari, Peugeot, parce qu'ils sont arrivés en 2022. Ils sont arrivés avec Toyota au début. C'est une équipe qui a toujours pas fait de victoire en championnat du monde d'endurance, quoi. Ouais, non, mais on sent que voilà, ça devient, c'est une attente qui devient un peu lassante pour Peugeot, et entre les erreurs de pilotage et les erreurs de stratégie, forcément, il y a un moment où la pression, elle s'accumule, et j'espère vraiment que pour Peugeot au Mans, dans un mois, ça va être l'occasion pour eux de pouvoir démontrer toute leur motivation et tout le développement qu'ils ont fait sur cette voiture, parce qu'ils reviennent de loin quand même, hein, avec la première version de la 9X8 qui malheureusement avait eu 2-3 problèmes de critique de la part des autres constructeurs, et qui par conséquent avait été remodifié pour la 9X8 que l'on connaît actuellement avec aileron. Mais j'espère vraiment que pour eux, voilà, ça va le faire, et que ils vont réussir à pouvoir ramener des points, parce que là, c'est pareil pour Alpine, c'est un week-end à oublier. Bah, surtout Alpine, comme tu disais tout à l'heure, la perte de contrôle d'Acosta en haut du Raidillon, puis peu de temps avant, il y a eu aussi l'incident avec l'Aston Martin, la 009. Alors un peu une incompréhension entre les deux pilotes, peut-être que l'Aston Martin a voulu forcer aussi à l'intérieur, l'Aston Martin qui se oui, tout à fait. C'est vrai qu'Aston Martin en plus avait une possibilité à ce moment-là de faire un double top 5. C'était la 009 qui était devant. Et puis, il y a cet incident avec du coup l'Alpine et l'Aston Martin qui se retrouvent dans l'herbe, qui perd le contrôle dans la ligne droite et qui se retrouve à taper le mur en face. Et puis à ce moment-là, c'est fini à 30 minutes de la fin de la course. C'est terminé, ils ont dû abandonner. Pour moi, cette action, elle est un peu délicate de la part de l'Alpine, parce que vraiment, il bouge au moment où l'Aston Martin bouge, où il vient se positionner à l'intérieur. Et là, pour moi, c'est la faute à l'Alpine, parce que elle tient déjà sa position à l'intérieur, et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un bloc-pass en fait, ce qu'elle fait là. Et bon, malheureusement, le pilote Aston Martin qui a essayé de la maintenir comme il pouvait, vraiment le premier contact, on aurait pu dire que ça allait suffire, mais le mal était fait, et voilà, ça a été vraiment compliqué de la rattraper, et encore, il a réussi à pas l'exploser complètement dans le mur, parce que ça aurait pu être encore plus grave, justement, même si ça a provoqué une neutralisation de course, si je dis pas de bêtises, juste après. Oui. Mais voilà, ça aurait pu être pareil, ça aurait pu être un tout autre destin derrière, et il s'en sort vraiment bien. Mais ouais, l'Alpine, là, pour le coup, quand j'ai vu ça, je pense que ça a gueulé dans les casques. Ouais. Même après la perte de contrôle en haut du Raidillon, d'Acosta, il s'en sort bien, hein, parce qu'on sait que le Raidillon, c'est un virage qui, malheureusement, est connu aussi pour des tristes raisons. Mais heureusement, il arrive à rattraper, même s'il touche légèrement le mur. Enfin, c'est des dégâts assez légers. Pour la perte de contrôle, ça aurait pu être beaucoup plus grave.
Oui, non, vraiment, j'ai même cru à un moment qu'il allait la rattraper, qu'il allait la remettre droite sur la piste, parce qu'il a réussi à éviter à ce qu'elle parte en spin. Il touche le mur. J'ai l'impression que la direction a été touchée à ce moment-là, parce qu'on l'a vu après au ralenti, oui. et le volant un peu braqué, mais pareil, il s'en sort vraiment bien, parce que le moment où il est vraiment perpendiculaire de la piste, l'Aston Martin qui aurait pu le découper, vraiment. Et là, c'est un car contrôle qui a été vraiment impressionnant de sa part, et bon, voilà, qui résulte aussi dans un résultat, plutôt en une, c'est une conséquence en tout cas d'un week-end compliqué pour eux, pour Alpine. Ouais. Bah du coup c'est vrai que week-end à oublier là pour nos deux constructeurs français, Alpine et Peugeot. J'espère que ça ira mieux pour eux au Mans. Je voulais évoquer après du coup les GT, mais du coup on en a pas mal parlé là dans cette partie un petit peu générale, puisque globalement les actions qu'il y a eu en GT étaient toujours plus ou moins liées aux hypercars. Donc puis on avait même déjà évoqué le retour de McLaren après leur abandon à Imola, qui du coup remporte cette victoire sur tapis vert après la pénalité infligée à la Ferrari numéro 21 pour unsafe release en fin de course. Je voulais aussi évoquer la course de Ford, parce que Ford, il faut dire qu'ils ont une course compliquée. Ça se battait un petit peu devant, je pense notamment en début de course, la 77. Donc on rappelle que la physionomie en tout début de course, il y avait la Lexus, je sais plus laquelle, je crois que c'était la 78 qui était devant. La Lexus, suivie de la Porsche, de la Ford 77, je vais y arriver. La Ford a beaucoup plus de rythme, passe la Lexus, et un tour après, il part tout seul en tête à queue, juste avant Blanchimont. Il perd le contrôle, il se retrouve bloqué dans le gravier, et là, il se retrouve à perdre 2 tours. Donc la course est clairement terminée pour eux. Surtout qu'après, ils ont eu des difficultés, que ce soit dans le trafic, ils ont subi des pénalités aussi. Donc une course vraiment compliquée pour Ford, qui avait eu du grabuge avec des hypercars. Ouais, bah c'était ça toute la course de toute façon. Mais Ford est là à 88, qui a pas su non plus trop relever la barre, il me semble. Je sais plus combien il termine. Oui, non, la 88 elle termine, elle termine loin. Les deux terminent loin. Donc, c'est vraiment dommage, parce que en effet, la 77 qui était dans le lead, une erreur de pilotage et une erreur bête, clipper le bac à gravier juste avant le virage Paul Frère, donc début du secteur 3. Et c'est une erreur qu'on a tous fait. Évidemment, de clipper à ce moment-là le bac à gravier et de partir en spin, et il se tanque littéralement dans le bac à gravier, provoquant une neutralisation de course. Et à ce moment-là, on ne peut qu'imaginer la frustration du pilote, parce que, alors certes c'était en début de course, mais voilà, de perdre le lead aussi facilement sur une erreur bête et toute simple, qui n'est pas lié à un quelconque intervenant tierce, ça fait très 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 mal au moral et à la tête, parce que à ce moment-là il faut remonter. Tu l'as dit, ça a été vraiment compliqué pour eux. Il a fallu essayer de tenir autant que possible, et voilà, c'est, pour moi, il termine en dehors, tu l'as dit, il termine en dehors du top 10 ou top 10, je sais plus. Les deux Ford terminent, du coup la 77 elle termine 16ème à 12 tours du leader, donc ouais, non mais c'est loin. Et puis même la 88, la 88 elle termine 12ème des LMGT3, donc c'est une course. J'ai vraiment l'impression que les Mustangs de manière globale sont vraiment en difficulté en ce début de saison, et pas que dans le WEC, également dans les autres championnats dans lesquels elles sont engagées. J'ai l'impression que c'est une voiture qui est devenue assez capricieuse, assez délicate, et qui a aussi parfois des problèmes de fiabilité
alors que pourtant quand elle est arrivée sur la grille, c'était une voiture qui démontrait une certaine force, une certaine puissance justement dans les courses d'endurance. Et j'ai l'impression que le package Evo est un peu raté, ou du moins qu'il est vraiment difficile pour les équipes de trouver la bonne performance ou de trouver la bonne plage de performance. Donc j'espère pour eux que ça va être mieux par la suite, parce que ça reste intéressant, je trouve, de voir des Ford avec Mustang ici présents se batailler au milieu de tous ces autres constructeurs. Mais ouais, pour ces 6 heures de Spa, c'est vraiment une épreuve à oublier également pour eux. Et j'espère qu'ils vont se poser les bonnes questions et qu'ils vont réussir à trouver les bonnes solutions pour que le reste du championnat soit plus propice pour eux, parce que c'est déjà pas normal de perdre la tête aussi facilement. Encore une fois, une erreur est vite arrivée, c'est sûr. Et ça arrive à tout pilote, ça arrive au meilleur, évidemment. Mais c'est de gros points pour eux dont ils ont besoin aussi. Et là, c'est un 0 pointé pour Ford ce week-end. Ah, c'est vrai que du coup, ils perdent gros, eux qui avaient l'occasion de jouer des bons points là, ce week-end avec du coup cette perte de contrôle en début de course. C'est vraiment dommage pour Ford. Bah, je pense qu'on a abordé un petit peu tout ce qui était intéressant à aborder sur cette course. Je te propose de passer à la question à laquelle on va répondre. Je rappelle rapidement, si vous êtes intéressé pour poser des questions, tout ça se passe sur le compte Instagram du podcast, donc @dernierstint.podcast. Chaque vendredi ou jeudi avant les week-ends de course, il y a une publication, vous pouvez poser votre question en commentaire, on en choisit une et on y répond. Et cette semaine, question de Léo, peut-on envisager un véritable avenir pour Logan Sargeant chez Ford ? On reste chez Ford, c'est très bien, la transition est parfaite. Logan Sargeant, du coup, ancien pilote de Formule 1, qui est pilote chez Ford en LMGT3 dans la numéro 88. Quel avenir a-t-il ? Alors son avenir, il s'annonce bon pour l'instant, puisqu'on rappelle que Ford arrive l'année prochaine en hypercar. Et Logan Sargeant y sera, normalement. Ouais, et puis cette saison, il fait un double programme également avec le LMS. Oui. Je suis en train de vérifier s'il roule pas justement aussi sur une GT3 sur une Ford. Ouais, je vérifie ça. Où est-ce qu'il est en Mais P2? Non, c'est vrai que non, du il coup, est en P2. Il est en P2. Mais Logan Sargeant qui se prépare de toute façon au mieux pour son arrivée en hypercar l'année prochaine avec Ford. Donc Ford qui arrive l'année prochaine en hypercar, c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler de Ford nécessairement là pour l'hypercar. On entend beaucoup parler de McLaren qui arrive l'année prochaine, qui a notamment signé Lorenz Vanthoor qui va rejoindre le programme l'année prochaine. Mais Ford, c'est vrai qu'on entend un peu moins parler. Là, il y a une rumeur qui parle, c'est Logan Sargeant lui-même qui évoquait ce sujet-là. Il aimerait bien voir un nom que tout le monde connaît, Max Verstappen, piloter chez Ford en hypercar. Mais du coup, Max Verstappen qui en F1 est chez Red Bull, motorisé par Ford, donc forcément ça peut jouer. Mais il me semble qu'il a été annoncé, Logan Sargeant en hypercar. Oui. Normalement, oui, c'est ce que je disais. Normalement, Logan Sargeant sera chez Ford. C'est ça. Mais du coup, ce qui est intéressant pour lui, c'est que c'est un beau rebondissement pour lui après tous ses déboires en Formule 1, évidemment. C'est peut-être le meilleur rebondissement qu'il pouvait avoir. Hein. Bien sûr. Et puis là, le fait qu'il prenne véritablement le pli de l'endurance, autant via le WEC que par le LMS, on voit aussi actuellement, c'est justement Mathis Jobert, j'en parlais tout à l'heure, qui fait aussi ce double programme également entre GT et hyper, et lui il fait GT et hypercar, Logan Sargeant fait LMP2 en ELMS et là GT en WEC. C'est une très bonne manière, je trouve, de prendre en expérience, parce que c'est l'occasion de pouvoir apprendre d'une GT comment est-ce que ça se comporte, et apparemment les hypercars sont des grosses GT en termes de comportement et dans la manière d'être piloté. Donc c'est vraiment une prise d'expérience cette saison pour Logan Sargeant. Je pense que le projet Ford va être il fait partie du développement, et fort de son expérience en Formule 1, il peut donner évidemment de bons inputs sur
comment prendre la direction, quelle direction doit prendre l'équipe, et même dans sa structuration. Et j'attends de voir évidemment comment est-ce que lui de son côté va être, j'allais dire, pertinent dans ses retours. Et évidemment, c'est pas quelque chose qu'on va avoir de notre côté, si je puis dire, mais je suis très curieux de voir comment est-ce que de son expérience en Formule 1, il va pouvoir la capitaliser, cette expérience, pour permettre à Ford de pouvoir vraiment être drivé dans ce nouveau programme Hypercar. Et ils ont évidemment une grosse expérience de l'endurance, fort de leur histoire bien sûr, mais leur dernière participation en GTE avec la Ford GT. Donc ça va être l'occasion de retrouver leurs armes et de retrouver, je l'espère, une très bonne dynamique sur ce programme Hypercar, d'aller titiller un peu plus haut aussi les gros teams bien engagés et bien structurés, également bien ancrés dans le championnat. Donc pour Logan Sargeant, je pense que comme tu disais, son avenir est bien tracé, et la seule question qui se pose pour moi, c'est à quel point est-ce que ces retours, si je puis dire, vont être pertinents. Et je pense que cette saison-là, qu'il est en train d'effectuer en ce moment, c'est ce qui va lui permettre d'avoir véritablement un feedback pertinent, cohérent et véritablement constructif pour faire en sorte que Ford soit compétitif. Bah c'est que c'est toujours un plus d'avoir un pilote de F1 dans l'équipe, un pilote qui a quand même, Logan Sargeant fait une bonne saison et demie chez Williams en plus, donc c'est une équipe certes qui n'est pas actuellement la plus performante, enfin du moins quand il y était, mais qui a quand même une belle base solide. Donc Logan Sargeant, il aura de quoi apporter à Ford. Et puis on le voit là sur ce début de saison, que ce soit en WEC, enfin en GT ou en LMP2, fait des courses plutôt propres, il se met pas dans des incidents, il arrive à tirer quand même de la performance. Donc franchement, je pense que Logan Sargeant aussi aura un bel avenir. Faut maintenant que tout se passe bien chez Ford, parce que à tout moment la Ford marche pas du tout et ils se retrouvent très loin. Après avec la BOP ça peut les aider forcément, mais il y a maintenant après l'autre interrogation du coup sera sur la performance de la Ford, mais après ce sera pas tout de suite, parce que forcément quand ils arriveront ils seront loin un petit peu comme ça a été le cas avec l'Aston Martin, comme c'est le cas actuellement avec la Genesis, mais après avec la BOP ça va s'équilibrer, donc il faudra voir, pas tout de suite dès 2027, mais je pense vers 2028, 2029, si Ford arrive à se trouver une bonne place, ça peut donner quelque chose de très beau. Ouais, et puis voilà, on sait aussi que McLaren a dévoilé également leur Hypercar. Oui. Donc comme tu l'as dit, annoncé avec Lorenz Vanthoor. Donc c'est aussi de très très gros noms. Et on voit que il y a un véritable engouement en Hypercar d'aller chercher des pilotes de renom et qui ont une belle expérience, et je pense que on va avoir une très très forte compétition dans les années à venir, et que ça va être vraiment intéressant de retrouver tous ces protagonistes à la bataille et de voir comment Ford et McLaren vont aussi se batailler dans leur arrivée respective dans le championnat. Et puis de voir cette évolution, c'est ça que je trouve intéressant, c'est comment est-ce que les équipes arrivent à évoluer tout au long de leur présence dans le championnat. Donc comme Peugeot, malheureusement, parfois ça paye et parfois ça casse. J'ai quand même un petit pincement au cœur de plus voir Porsche, évidemment. Oui, bon. Mais voilà, je suis très très heureux de voir qu'il y a autant d'engouement de la part des constructeurs, et qu'on a des pilotes de renom qui soient là et qui vont venir se batailler au milieu de cette grille qui est déjà incroyable à l'heure actuelle. Et oui, et puis un pilote américain dans une équipe américaine en hypercar, ça fait toujours plaisir. Évidemment. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on devait aborder. Je te laisse rapidement, parce qu'il faut qu'on termine, faire des prédictions pour les 24 heures du Mans. Qui c'est que tu vois remporter les 24 heures du Mans, qui sont la prochaine course, les 24 heures du Mans, l'épreuve phare de ce championnat? Dis-moi. C'est assez difficile à dire, parce que comme tu disais, on n'a plus d'éléments de BOP à notre disposition pour avoir plus d'informations. Je pense que voilà, Ferrari reste favorite sur l'épreuve Mansell,
mais je ferai particulièrement attention à Cadillac pour moi, qui j'ai l'impression commence à démontrer vraiment une performance vraiment forte et qui peut se positionner comme prétendant au titre aussi, même si là ce week-end ça leur a fait très mal. Je m'attends à un gros retour de Cadillac. Et je dirais aussi de faire attention, j'allais dire c'est la même crèmerie, à Alpine. Aussi avec le châssis Oreca également, et j'espère pour eux que en France ça va être quelque chose de très pertinent, en tout cas de très intéressant pour eux. Donc voilà, personnellement je mettrai mes billes sur Cadillac et je garderai un œil sur Alpine sur comment est-ce qu'ils vont se débrouiller. Eh ben moi je vais te dire qui c'est que je mets. Moi je mets Toyota en vainqueur des 24 heures du Mans. Toyota, ils ont fait une belle, même si c'était plus compliqué ce week-end, ils ont quand même réussi à bien s'en sortir. Ils ont fait une belle course à Imola. Et je me dis que Toyota, ces dernières années, quand Ferrari était largement devant, ils ont réussi à se mettre très proches, notamment en 2023-2024, où ils ont terminé pas loin. Puis en 2024, il y a même c'était la numéro 7 qui a fait une remontée. Ils partaient dernier, ils ont réussi à se battre pour la victoire. Et puis l'année dernière, même c'était plus compliqué. Je pense que Toyota peut jouer gros cette année, aux 24 heures du Mans. Je suis d'accord avec toi qu'il va falloir les surveiller aussi, ouais, tu as tout à fait raison. Et bien voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Merci d'avoir été là. Merci à toi pour ton invitation. Rendez-vous donc pour la prochaine épreuve dans un mois aux 24 heures du Mans, les mythiques 24 heures du Mans. C'est l'épreuve phare de ce championnat. Je suis trop content d'avoir débriefé de cette course avec toi, c'était trop cool. Ça m'a fait très plaisir. Merci à toi encore une fois et c'était vraiment très cool de partager ce moment-là avec toi. Encore une fois, n'hésitez pas à aller suivre Vince Cosa sur Twitch notamment, c'est surtout là qu'il faut te suivre, c'est bien ça, je dis pas de bêtises. Ouais, tout à fait, c'est partout, évidemment sur Instagram, TikTok, YouTube et Twitch où je suis le plus actif en effet. Eh bien merci à toi d'avoir été là, c'était trop cool. Et puis, merci à toi. Merci à vous d'avoir écouté le podcast. Et puis à la prochaine pour les 24 heures du Mans. Dans un mois, rendez-vous dans la Sarthe. Salut. Salut monsieur.